Mais par contre, il faut l'utiliser très intelligemment parce que potentiellement, très vite, ça peut devenir un gouffre financier. Le principe d'un réseau social, c'est justement de créer un réseau. Et créer un réseau, ça ne passe pas que par le contenu, ça passe aussi par le fait de se faire connaître personnellement. Et donc, comment pousser des gens à nous recommander? Vers qui on va aller? On va aller vers les gens les plus originaux, ou alors ceux qui vont nous faire rire, ou qui vont vraiment se démarquer d'autres personnes. Le fait de faire du réseautage, ça se travaille également. Il faut déjà avoir fait un travail en interne sur bien connaître sa cible. Il y a un truc qui m'agace, c'est les gens qui croient que juste en publiant sur les réseaux sociaux, ils vont devenir populaires et les clients vont venir vers eux. Ça marche pas comme ça, en fait. Bonjour Nicolas. Bonjour Shra. Bonjour tout le monde. Bonjour. Aujourd'hui, on est là pour vous parler d'un sujet. Le sujet qui inquiète la majorité des entrepreneurs débutants. Tous ceux qui viennent nous voir ont toujours cette question qui est abordée à un moment ou à un autre de leur accompagnement. Est-ce que tu devines de quoi je parle, Nicolas? Trouver des clients. Trouver des clients, exactement. Comment trouver mon premier client, mes premiers clients, comment faire en sorte derrière d'en avoir. Parfois, les premiers peuvent être faciles pour certains. Donc, ils commencent à chercher dans la famille, les amis, surtout si on vend des bijoux, des bougies, des trucs comme ça, c'est assez facile. Et puis ensuite, comment trouver les clients suivants. En fait, comment trouver ces clients de façon récurrente qui ne soient pas de la famille ou des amis. Oui, effectivement, les premiers clients peuvent être faciles si on se tourne vers des personnes qu'on connaît. Parfois, les premiers clients sont les plus difficiles aussi. Ouais. Mais de manière générale, même si on en a au début, la question c'est comment rendre ça récurrent. Comment faire en sorte d'avoir des clients de manière récurrente pour pouvoir après, derrière, avoir un chiffre d'affaires récurrent qui permette d'être rentable. Exactement. Et du coup, dans cet épisode, ce que je voulais aborder avec vous, c'est la notion de prospection. En fait, on en recense 5 modes de prospection et je pense que c'est la clé de voûte en fait de l'acquisition client. Oui, effectivement. Bien sûr, on rêve tous d'avoir le client qui arrive tout seul, qui débarque et qui dit je suis intéressé, je voudrais acheter. Mais bon, déjà, ça se construit pour pouvoir réussir à faire ça. Et ensuite, on commence toujours par une phase où il faut se faire connaître. La phase où tu n'es personne et personne te connaît. Et du coup, la prospection, c'est le nerf de la guerre. Exactement. Du coup, attaquons directement avec les 5 modes de prospection. Le premier, un de mes préférés, un que les gens détestent, tous les entrepreneurs avec qui je discute détestent faire ça, c'est les messages privés. Adresser directement des messages aux personnes qu'on pense être un potentiel client. Exactement. Alors ces messages privés, c'est un petit peu la façon nouvelle d'appeler la prospection téléphonique ou par email ou des choses comme ça. Mais en fait, c'est de le faire sur les réseaux sociaux directement. Exactement. Ça peut être sur les réseaux sociaux, ça peut être par email comme tu dis, ça peut être, il y a plusieurs façons. En fait, ça peut prendre différents formats. Mais personnellement, quand je dis que je préfère ça, mais en fait, je l'aime bien sur les réseaux sociaux. Dans le sens où c'est sympa en fait d'aller au-devant de ces personnes qu'on identifie comme potentiellement clientes, d'essayer juste de faire connaissance. Moi, personnellement, je ne les attaque pas en frontal, en mode coucou, j'ai une offre, voilà. Donc, chercher à nouer du lien, nouer du contact. Et puis derrière, si la conversation amène à, on transforme. Et sinon, tant pis, ça fait quand même une personne qui nous suit sur les réseaux et qui nous connaît. Il y a un truc qui m'agace, c'est les gens qui croient que juste en publiant sur les réseaux sociaux, ils vont devenir populaires et les clients vont venir vers eux. Ça marche pas comme ça, en fait. Le principe d'un réseau social, c'est justement de créer un réseau. Et créer un réseau, ça ne passe pas que par le contenu, ça passe aussi par le fait de se faire connaître personnellement, de discuter avec les gens, de créer justement une communauté. Et le meilleur moyen, c'est vraiment de discuter avec les gens individuellement. Alors oui, ça prend du temps, mais c'est le plus efficace. Nous, dans notre communauté, les personnes qui sont les plus impliquées aujourd'hui sont des personnes qu'on a rencontrées personnellement, plutôt virtuellement en tout cas. Virtuellement, personnellement. Mais personnellement, c'est-à-dire qu'on a discuté avec elles directement en message privé ou parfois même en visio. Et c'est ça qui permet derrière de vraiment créer un lien. Tout à fait. Donc, comme tu disais, Nicolas, en fait, dans réseau social, il y a social et en fait, il faut aller sociabiliser avec les gens qui sont dedans. Moi, je donne l'exemple, en fait, les gens qui font que publier, ça me fait penser à quelqu'un qui va aller sur une place publique et se mettre à crier, en fait, écoutez, regardez mon œuvre, regardez mon œuvre, regardez mon œuvre. Enfin, à un moment, youpi, mais en fait, les gens, ils ont une vie,
ils ont des occupations, quand ils scrollent sur Instagram ou sur LinkedIn, et cetera, ce qu'ils voient, c'est leurs collègues, leurs amis, et cetera. Ils sont pas là pour te regarder toi particulièrement. Bon, déjà, faut avoir des belles accroches et des beaux posts pour leur donner envie de te regarder. Mais si tu fais partie de ces amis, de cette famille, de ces gens avec qui ils ont discuté, tu as plus de chances qu'ils te regardent. Moi, ça me fait penser aussi aux hommes politiques Mmh. qui vont sur les marchés pour serrer des mains, pour discuter avec les gens. Bah Ils oui. font pas que des grandes conférences en espérant que les gens viennent les écouter. Ils vont aussi dans la foule Bah pour ouais. discuter individuellement avec les gens. C'est la base en fait. Exactement. Du coup, pilier numéro 1 de la prospection, aller parler aux gens en direct. Exactement. Il y a plein de, comme je disais, de canaux. Ça peut être le téléphone, ça peut être l'email, bien sûr le MP sur les réseaux sociaux. Le téléphone et le MP, c'est très proche parce qu'on parle directement avec la personne. L'email, potentiellement, la personne peut ne jamais le lire, donc c'est moins intéressant. Et au final, il y a aussi tout simplement le porte-à-porte, aller directement face à son client physiquement. Si vous vendez par exemple des choses, des produits, c'est aller sur des marchés, aller dans des boutiques, présenter votre produit. Si vous faites du B2B, faire du porte-à-porte auprès de votre cible. Mais c'est le meilleur moyen en fait aujourd'hui de prospecter. D'ailleurs, on a oublié un aspect, la newsletter. Quand on parle d'email, en fait, on peut parler aussi de segmentation. Mm. Plus vous connaissez les gens, plus vous pouvez segmenter et plus vous pouvez envoyer des types d'emails à certains types de personnes. Des personnes qui ont des besoins particuliers, par exemple. Alors là, on est moins sur de la prospection, mais en tout cas, le fait d'avoir On rencontré les atterrit gens, quand même dans la message privée des gens. si vous les avez rencontrés, vous savez mieux segmenter, donc vous serez plus percutant dans vos communications email de manière générale. Pilier suivant, c'est la création de contenu. Ce que j'entends par là, c'est d'avoir un blog, d'avoir une chaîne YouTube, d'avoir un podcast, d'avoir un compte Instagram sur lequel on publie, un compte LinkedIn sur lequel on publie. C'est en fait, se mettre sur la place publique et puis créer quelque chose, quoi. Exactement. Alors pour se démarquer dans ces cas-là, on le voit, l'exemple de la place publique, il est intéressant parce que vers qui on va aller vers les gens les plus originaux, ou alors ceux qui vont nous faire rire, ou qui vont vraiment se démarquer d'autres personnes. Mhm. Et c'est ça qui va faire qu'on va retenir quelque chose. Par exemple, il y a énormément de gens qui chantent dans le métro, ou dans la rue, ou des choses comme ça, qui viennent avec un petit instrument et qui chantent. Quelqu'un qui va avoir vraiment une voix impressionnante et qui va jouer très bien de la musique, etc. Là, les gens ne peuvent pas s'empêcher de s'arrêter. Ouf, t'as pas entendu l'histoire du violoncelliste qui a joué dans le métro à Manhattan et puis finalement personne s'est arrêté? Alors si, bien sûr, mais il y a plus de chances de s'arrêter devant lui que Mhm. devant un violoncelliste qui vient de débuter. Ah, il est drôle, le vieux. C'est lui qui vient d'éviter pour lui jeter des tomates. Exactement. Mais de manière générale, faire du contenu, faire une stratégie de contenu, Mm. c'est indispensable pour se faire voir. Ouais. Par contre, pour se démarquer, il faut avoir une personnalité particulièrement originale. Ouais, tout à fait. Ce qui est intéressant dans la création de contenu, c'est un argument d'autorité, c'est montrer son expertise et montrer son savoir-faire, au-delà de cette originalité ou non-originalité. En fait, quand je vais parler à quelqu'un, on va dire par exemple sur LinkedIn, je vais lui parler en message privé. Lui, ce qu'il va faire, c'est qu'il va aller voir mon profil. En tout cas, moi, c'est ce que je fais naturellement. Quand quelqu'un m'envoie un message, j'ai déjà regardé qui est cette personne, quel est son profil, quel est son métier, quels sont les posts qu'elle a fait, etc. Ça me permet derrière de répondre et de savoir interagir avec cette personne. Et donc, ces contenus que vous créez, ils servent aussi à être un argument d'autorité. Mais là, on est dans un contexte de prospection. Donc, le contenu, en fait, faut pas créer du contenu pour créer du contenu. Il faut aussi créer du contenu et l'accompagner d'un call to action. Un contenu sans call to action, en fait, c'est juste une bouteille à la mer, en fait. Effectivement, on voit trop de contenus qui sont, et d'ailleurs, on a commencé de la même manière. Oui, tout à fait. On crée du contenu pour le contenu en se disant, ça montre effectivement qu'on sait des choses, qu'on est capable de communiquer sur un certain nombre de techniques, Donc, on faisait savoir-faire. l'argument d'autorité, en fait. Exactement. Sauf que derrière, très bien, les personnes, elles sont contentes, elles ont un contenu gratuit et puis elles repartent. Mm. L'objectif d'un contenu, c'est aussi derrière, comme tu dis, de faire de la prospection. Donc si on peut rajouter quelque chose qui va permettre aux gens qui viennent lire ce contenu d'être intéressés pour aller plus loin, c'est beaucoup mieux. Et donc oui, effectivement, ça peut être un call to action qui redirige vers une inscription sur une newsletter ou sur un acte direct d'achat ou de prise de rendez-vous. Il y a une technique que j'aime bien, du coup, dans la création de contenu, que je vois quelques entrepreneurs se mettre à faire là ces derniers temps. C'est de créer, par exemple, un article et ensuite de créer un e-book qui va accompagner cet article et donc demander aux gens, en fait, de télécharger cet e-book, ce qui leur permet d'avoir leur contact. Et donc, si tu as été intéressé par l'article, tu es intéressé par en savoir plus sur ce sujet, potentiellement, et donc tu es potentiellement intéressé par mon produit, donc je veux avoir ton email, quoi. Et du coup, l'autre technique, moi, que j'aime bien aussi pour la création de contenu, c'est la gamification. C'est le fait de créer en fait un jeu autour du contenu pour donner aux gens envie de participer tout simplement. Aussi, ça marche très bien. On attaque le troisième sujet ? Attends,
Avant de poursuivre cette vidéo, je tiens à te parler d'une opportunité pour les entrepreneurs ambitieux. Découvre le parcours du dirigeant. Bien plus qu'une simple formation en ligne, c'est un tremplin pour développer tes compétences entrepreneuriales et accélérer le succès de ton business. Ce qui nous distingue, nous te fournissons des méthodes éprouvées et des outils concrets pour accélérer ta réussite et pour optimiser ton efficacité. Et surtout, une communauté d'entrepreneurs passionnés prêts à relever le défi. Si tu veux transformer ta vie d'entrepreneur, il n'y a qu'un pas à faire, Rejoindre le parcours du dirigeant. Va sur cette page et commence dès aujourd'hui ton voyage vers le succès avec nous. Le troisième, c'est la pub payante. La publicité, alors ça c'est quelque chose qui est très connu, en tout cas on le voit tous les jours à la télévision. Depuis la nuit des temps. On le voit dans les affichages au bord de la route, on le voit partout. La publicité, c'est quelque chose qui permet en fait de dire en quelques mots quelle est la valeur de votre produit et donner envie aux gens de l'acheter. Alors comme je disais, il y a plein de types de publicité. Aujourd'hui, il y a une publicité qui est la plus répandue, qui est la publicité en ligne, avec la publicité qu'on peut voir sur YouTube, mais également sur les sites internet avec des bannières, etc. ou directement sur les réseaux sociaux. Exactement. Et l'avantage en fait de ces publicités en ligne, alors, je ne sais pas si c'est la plus répandue, parce que la télé, les journaux, les panneaux publicitaires, etc., il y en a partout. En fait, le truc, c'est que l'avantage de cette publicité, c'est qu'elle est ciblée. Là où, par exemple, la télé, ça passe au milieu d'une émission, oui, il y a un ciblage, parce qu'elle passe au milieu d'une émission, donc on cible les gens qui s'intéressent à cette émission. Si je veux faire de la pub pour goûter pour enfants, je vais la faire pendant la pause des enfants. Ou de la pub pour des jouets, pareil, c'est pendant les heures des émissions pour les enfants. Les quartiers, pareil, aller utiliser le panneau à côté d'une école, ciblera plus des enfants et des parents d'enfants que voilà. En ligne, c'est exactement pareil en fait. Les réseaux sociaux et votre navigateur, en fait, ils récoltent des informations sur vous, au moyen de cookies, au moyen de votre profil, au moyen des photos, au moyen de tout ce que vous mettez sur vous en ligne. Et donc, l'entrepreneur, pour peu qu'il maîtrise ces notions justement de segmentation et de ciblage, peut faire des publicités payantes très rentables. C'est ça, aujourd'hui, les plus grandes régies publicitaires qu'il existe sur Internet, c'est Google et Meta. Il faut savoir que ces groupes en savent beaucoup plus sur vous que vous-même. Parce qu'avec ce que vous avez fait sur Facebook, sur Instagram, etc., peut-être que vous perdez un peu la mémoire, mais eux, non. Il y a des algorithmes très puissants derrière d'intelligence artificielle. Google, pareil, ils sont capables de vous suivre avec Google Maps. Donc, ils savent dans quel magasin vous allez, dans quel restaurant vous allez, à quelle heure, etc. etc. Ils savent vraiment tout. Quelles sont les recherches que vous faites sur Google. Bref, il y a une capacité, en fait, de vous connaître qui est énorme. Et du coup, ils sont capables de vous pousser des publicités qui sont vraiment personnalisées. Et donc, derrière, quand on est, nous, acheteurs d'une publicité, on va pouvoir indiquer de manière très précise quelle est notre cible et du coup Google pourra cibler correctement, Google ou Facebook. De manière générale, c'est très intéressant. Par contre, il faut bien connaître sa cible pour y arriver, pour que ce soit rentable. Et puis, ça peut être vu aussi comme agressif. Aujourd'hui, on va dire que la meilleure publicité, c'est la publicité qui va vous rappeler ou vous proposer un autre produit complémentaire à ce que vous venez d'acheter. Ça, c'est assez puissant. Par exemple, vous allez sur un site de piscine et vous allez voir après pendant plusieurs jours des publicités relatives aux piscines. Ça, c'est puissant parce que derrière, ça va vous pousser potentiellement à aller vraiment acheter et ça permet de garder en mémoire tout ça. Par contre, il faut bien le paramétrer parce que combien de fois, moi, j'ai acheté des produits et j'ai continué à voir la pub de ces produits pendant plusieurs semaines alors que je n'allais pas racheter et donc c'est vraiment de l'argent perdu pour celui qui achète ces publicités. La meilleure recommandation qu'on peut faire pour la publicité, c'est de tester progressivement parce que le budget peut très vite être dilapidé par rapport aux besoins. C'est de s'entourer potentiellement aussi d'agences qui savent vraiment travailler sur le sujet. Oui, l'idée, c'est que en fait, le coût d'acquisition d'un client soit le plus bas possible. Exactement. Et donc, si la moitié des affichages publicitaires, c'est mal ciblé, c'est potentiellement chez des concurrents, si vous faites de la pub pour trucs pour femmes et qu'en fait, vous ciblez quelqu'un qui a juste acheté une fois un cadeau à sa tante, ça va vous coûter cher. Tous ceux qui achètent une fois un cadeau à quelqu'un, vaut mieux cibler directement des femmes, quoi. Et puis, il y a un dernier point qui est très important par rapport à la publicité, qui est que si vous avez confiance dans votre newsletter et que vous voyez qu'elle vend, cette newsletter, que vous avez un bon taux de conversion, c'est-à-dire un bon nombre de personnes qui achètent sur le nombre total d'emails que vous envoyez. Du coup, ça peut être très intéressant de faire de la publicité sur les produits qui permettent de récolter ces emails. Donc, ça veut dire de faire de la publicité sur des produits gratuits, sur des e-books. C'est beaucoup moins agressif parce que quand on voit une publicité pour quelque chose de gratuit, on a plus envie de cliquer dessus. Du coup, on laisse facilement l'adresse email si on est dans la bonne cible. Et derrière, ça vous fait gonfler votre liste d'emailing. Et comme vous savez que vous êtes capable de vendre grâce à ça, c'est un
moyen très intéressant d'utiliser la publicité. Et en plus, vu que tu as acquis les gens dans ta liste email, en fait, pour les recontacter, bah, tu as pas à repayer une publicité quand tu auras un nouveau produit. En fait, il suffit juste de leur envoyer un email, vu qu'ils sont déjà dans ta base. Exactement. Je pense qu'on a fait le tour sur la publicité payante. Oui. Je pense que c'est un excellent moyen d'acquisition, mais par contre, il faut l'utiliser très intelligemment parce que potentiellement, très, 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 très vite, ça peut devenir un gouffre financier. Ouais, il faut y faire attention. Et comme disait Nicolas, faites appel à une agence, faites appel à un expert, en tout cas pour les débuts, ou alors commencez doucement, 5 € par jour, c'est déjà bien. Oui. Testez avec 5 €, puis 10 €, puis 15 €, plutôt que de passer directement. Il y a quelque chose qui peut bien fonctionner sur ce sujet-là. Je rajoute un point sur la publicité. On a beaucoup parlé de la publicité en ligne parce qu'elle est très accessible pour n'importe qui, hein. C'est facile de créer un compte Google Ads et de tester. Tout ce que vous faites, par exemple, pour être dans un annuaire, par exemple, pour pourquoi pas avoir une publicité sur une chaîne télé, etc., ça compte aussi. Ça peut aussi avoir un effet très intéressant. On parlait d'autorité tout à l'heure. Belle autorité que d'être sur une publicité à la radio ou à la télé. Ça peut vraiment avoir un effet sur un auditoire qui est très large. Par contre, encore une fois, là, il faut réussir à sortir du lot. Et il y a un point qui peut être très intéressant pour une grosse partie d'entre vous, c'est la publicité dans les journaux. Donc, c'est ce qu'on appelle les relations presse de manière générale, mais c'est le fait d'avoir dans certains journaux, dans certains magazines, vos produits. Publicité ou des articles? C'est pas la même chose. Moi, je parle vraiment de publicité. Par exemple, si vous faites des bijoux, aller dans des magazines féminins, avoir une page qui présente vos bijoux, ça peut être très, 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 très intéressant. Plus que la publicité en ligne. Surtout pour les choses saisonnières, dans le sens où, en fait, moi, ce qui me fait peur avec ce côté-là, publicité dans les médias, dans le métro, c'est un petit peu pareil pour moi. En fait, il faut le faire sur du long terme. C'est comme à la télé, il faut le faire sur du long terme. C'est pas en se payant un seul spot publicitaire Exactement, ouais. que vous allez faire fortune. En fait, il faut que marteler, 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 marteler. Et si vous achetez une publicité, un panneau dans le métro, c'est pas pour le laisser pendant 2 semaines. Exactement, mais en fait, ce qui est bien avec ce genre de publicité, c'est que vous allez toucher également des personnes qui ne sont pas forcément des clients, mais qui peuvent être des prescripteurs et qui vont vous remarquer et qui vont derrière vous contacter pour, pourquoi pas, essayer de vendre vos produits. Sujet suivant, affiliation et partenariat. Est-ce que tu peux déjà expliquer la différence ou les points communs? Le partenariat, c'est tout simplement de travailler avec un partenaire, donc de signer un contrat de partenariat avec quelqu'un. Ça peut être sur n'importe quel sujet, mais là, on parle de prospection. Donc, en gros, c'est de faire en sorte d'avoir, pourquoi pas, une cible commune, de construire une offre commune qui va faire en sorte de ramener des clients. C'est plus précis, c'est plus puissant que la prescription, parce que comme je parlais juste avant de la prescription, c'est avoir des personnes qui peuvent vous recommander parce qu'ils y trouvent un intérêt. Le partenariat, c'est quelque chose qui est beaucoup plus entrelacé. Un exemple de partenariat, ça va être par exemple, vous avez déjà sans doute déjà vu des McDonald's qui sont pas très loin de cinéma. Il va y avoir un menu spécial où on achète un menu et il y a une place de cinéma offerte, ou inversement, quand on achète la place de cinéma, on a une réduction au McDonald's. Donc là, en fait, les deux ont tissé un partenariat pour pousser les gens en fait à faire les deux actions. Regarder un film et manger McDonald's. L'affiliation, maintenant, c'est un petit peu différent. Ça va être des personnes qui vont être vos commerciaux en quelque sorte et vont récupérer une commission sur les ventes. Donc ça veut dire qu'ils vont par exemple avoir un code promotionnel. Ce code promotionnel, ils vont le distribuer dans leur propre réseau, leurs propres contacts. Et si ces contacts-là achètent avec ce code promotionnel, eux, ils vont récupérer une commission tout simplement. Il y a des gens qui en font un business entier de l'affiliation. Leur boulot, c'est de récolter un maximum d'adresses email de plein de sujets différents et derrière, ils sont capables de vendre plein de produits. Il y a d'ailleurs des produits qui proposent des commissions à plus de 50 voire 70%, ce qui permet de faire un vrai business par rapport à ça. Donc la différence entre le partenariat et l'affiliation, c'est que d'un côté, l'affiliation, ça va pousser quelqu'un à vous rapporter des clients pour que lui récupère des commissions. Le partenariat, c'est moins des commissions, ça va plus être une rétribution directe par rapport à son propre produit, par rapport à ce qu'il vend. Et puis enfin, il peut y avoir un mélange des deux. Il peut y avoir des partenariats dans lesquels on peut rajouter une commission. Le pouvoir de l'affiliation et du partenariat, en fait, c'est d'avoir en fait des commerciaux, d'autres personnes en fait qui prospectent pour vous, qui trouvent des clients pour vous, contre rétribution ou contre faire une offre packagée ensemble. Mais voilà, c'est une opportunité en fait, étant donné que l'autre personne, de toute façon, va aller cibler cette cible ou va aller travailler pour toucher sa commission. Bah, c'est plutôt intéressant parce que vous avez un certain temps dans une journée. C'est un moyen en fait de multiplier votre force de vente et votre force
commerciale. C'est rajouter des personnes dans la force commerciale. Et puis le dernier sujet, c'est le bouche à oreille. Le bouche à oreille, en fait, c'est celui vers lequel on va le plus facilement, on va dire. C'est parler à sa famille, parler à ses amis de son produit. Parfois aller dans des réseaux d'entrepreneurs pour parler de son produit et voir si on parle de nous, si on achète chez nous. Et puis voilà. Nicolas, tu parlais tout à l'heure de prescription. Je sais plus quand on parlait de pub payante, il me semble. Bah justement, on arrive à la prescription en fait. De manière générale, le bouche à oreille, c'est un rêve parce que les personnes, en fait, sont capables de venir vous rencontrer justement parce qu'ils ont entendu parler de vous. Mais en fait, comme tout le reste, ça se travaille. En fait, c'est pas magique le bouche à oreille. Ça se cultive. Donc, comme tu dis, ça se cultive par la prescription avec des prescripteurs qui vont parler de vous. De manière générale, en fait, ces personnes qui vont entendre parler de vous, ça veut dire qu'on vous a recommandé. Ça veut dire qu'il y a une notion de recommandation. Et donc, comment pousser des gens à nous recommander? Parce que c'est facile en fait de parler de son produit, on en parle à droite à gauche. De toute façon, on a que ça à la tête quand on est entrepreneur, hein. Donc, c'est un sujet qui revient assez facilement. Et puis les gens nous posent la question de où est-ce que ça en est notre business. Donc, comment est-ce qu'on active ce bouche à oreille? C'est vrai, il y a des recommandations qui ont l'air logiques, hein. C'est quand on parle avec des personnes et qu'on parle par exemple de restaurant, on dit ah tiens, tu connais cette pizzeria, elle est vachement bien, etc. Tu devrais l'essayer. En vrai, on connaissait même pas le patron de la pizzeria, mais c'est juste que on sait qu'on est tous les deux amateurs de pizza et du coup, bah, je recommande une pizzeria à la personne qui est à côté de moi. Ça, c'est du bouche à oreille qui est génial pour le pizzaiolo, le patron de la pizzeria, parce que lui, il a même pas eu besoin finalement de travailler ça Ouais, mais on auprès n'a du pas client. tous la chance d'être pizzaiolo. C'est pas facile et évident de parler de, j'en sais rien moi, une formation coaching, un C'est graphiste ça. qui fait des logos. Alors, il n'a pas eu besoin, je disais, d'en parler. Par contre, il a travaillé sa communication, son contenu, là on revient sur le contenu, pour y arriver. La qualité de ses produits, etc. Maintenant, effectivement, on n'est pas tous pizzaiolo, on n'a pas tous pignon sur rue. Il y en a beaucoup qui ont fait du B2B. Donc là, comment faire pour cultiver ce bouche à oreille? Donc le meilleur moyen pour y arriver, il y a deux techniques. La première, c'est que lorsque vous avez des clients, il faut absolument réussir à obtenir des témoignages. Des témoignages qui vont être des arguments d'autorité pour générer du bouche à oreille. Et en plus, le fait de demander un témoignage à un client, vous lui apprenez à communiquer en bien sur vous. Et du coup, derrière, il va peut-être le reproduire naturellement auprès de son entourage. Donc, la première partie du bouche à oreille, c'est éduquer son client à parler autour de lui de votre produit. La deuxième partie du bouche à oreille, c'est plus les clients, c'est le réseau. Et donc, c'est là qu'on va travailler avec des réseaux d'entrepreneurs. On va se faire connaître, on va pitcher, on va expliquer ce qu'on fait pour que des personnes soient capables de nous recommander et de parler de nous à leur propre réseau. Ouais, mais il y a plein de gens, en fait, justement, là, je suis dans le vif du sujet, en fait. Les clients, quand ils viennent nous voir, ils font, bah, voilà, ça fait 6 mois que je vais en réseau d'entrepreneurs. Il n'y a personne qui m'a jamais fait une seule recommandation. Qu'est-ce que tu dis à cela? Oui, effectivement, quand on est dans un réseau d'entrepreneurs et qu'on se rend compte que ça ne marche toujours pas, il y a plusieurs façons de l'activer. La première chose, c'est qu'il faut pouvoir donner pour recevoir. Donc, ça veut dire qu'il faut soi-même recommander des personnes à d'autres avant de s'attendre à ce que des personnes nous recommandent. Donc, ça, c'est le premier point. Le deuxième point, ensuite, c'est qu'il faut que le message passe. Il faut que les gens aient confiance dans le fait de vous recommander. Votre pitch doit être hyper clair, votre offre, elle doit être limpide et la cible doit être comprise immédiatement par votre interlocuteur, celui qui va vous recommander. En parlant de ça, je me souviens en réseau d'entrepreneurs, il y avait une entrepreneur qui venait à chaque fois qui demandait à rencontrer nos commerces de proximité. Nos commerces de proximité, bah, je me suis jamais sentie concernée. Un jour, elle est arrivée, elle a demandé je voudrais rencontrer votre boulanger. Ah ben ça oui, j'ai mon commerce de proximité. En fait, c'était trop flou pour moi en fait. Effectivement, c'est le principe de faire une demande en fait à un moment donné lorsqu'on parle dans un réseau d'entrepreneurs. Et cette demande peut vraiment aussi apporter des recommandations. Et plus la demande est précise, plus on a de chances d'être recommandé. Donc voilà, le fait de faire du réseautage, ça se travaille également. Il faut déjà avoir fait un travail en interne sur bien connaître sa cible, bien connaître son offre et bien l'exprimer. Mais au-delà de ça, derrière, il faut être capable de segmenter encore plus pour faire des demandes de manière ultra ciblée, pour forcer finalement la main aux gens en leur disant oui, vous connaissez forcément un Je sais pas boulanger leur à côté de forcer vous. la main. Moi, je le vis même comme ça me donne envie de l'encourager. J'ai envie Oui, d'aider mon boulanger s'il a des problèmes en fait. Donc il y a cette problématique. Il y a aussi la problématique pour moi c'est compliqué en fait. Les gens quand ils parlent de leur business, c'est compliqué ce qu'ils racontent. Ils parlent dans leurs termes techniques, dans leur expertise, etc. Et là, pareil, on ne comprend pas. Comme tu disais, connaître son client, en fait, il faut connaître comment le client exprime son besoin, comment il exprime son inquiétude. exactement. Qu'est-ce que vous lui apportez? Quel est le résultat que vous apportez en fait à ce client aussi? Et sortir du jargon, tout simplement.
Tout à fait. On a fait le tour. Du coup, si je récapitule les 5 modes de prospection, il y en a pas qu'un seul. On ne se contente pas du bouche à oreille ou que de publier sur Instagram, s'il vous plaît. Donc, il y a les messages privés. Ensuite, il y a la création de contenu, donc YouTube, LinkedIn, podcast, blog, appelez ça comme vous voulez. La publicité payante, pareil, télé, panneaux, médias, journaux, presse et Google Ads, Influenceurs. influenceurs aussi. Maintenant, il y a aussi des créateurs UGC qui existent et qui peuvent vous aider également. On pense à l'affiliation et au partenariat, donc cherchez des gens qui adressent la même cible que vous et avec qui vous pourriez faire des partenariats, cherchez des gens qui font de l'affiliation et que vous pourriez rémunérer pour vous ramener des clients. Il y a plusieurs modes de rémunération d'affiliation, mais pour un premier test, allez-y en mode pour chaque contrat signé, je te file X%, et puis finalement le bouche à oreille. Et surtout retenir que le bouche à oreille, c'est pas magique et que ça se travaille également. Tout à fait. Bon, sur ce, on a fait le tour. J'espère que ça vous a aidé et que vous avez au moins noté un ou deux modes de prospection que vous voulez rajouter à votre arsenal. Et ben bonne chasse aux clients. À bientôt!